IDFM 98 de la Bande FM. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Aujourd'hui, ce soir, Jean-Louis Bréraud qui est en direct dans les studios d'IDFM. Il est traducteur de nombreux auteurs de livres sur l'ufologie comme David Jacobs, Scott Ramsey, Thomas Carey, Donald Schmitt et récemment Calvin Parker. On va parler du livre d'Hardy Six Killer Clark, Rencontre avec le peuple des étoiles. Ce sont des récits amérindiens inédits. Bonsoir, Jean-Louis Bréraud. Bonsoir, Joël. Heureuse que tu sois avec nous ce soir sur l'antenne. Alors, tu es traducteur d'un tas de livres. Tu traduis de l'espagnol, de l'anglais, je crois, surtout. Oui, les livres que tu as cités sont traduits de l'anglais. Tu traduis pas d'espagnol, toi aussi? Je suis traducteur professionnel d'espagnol et d'anglais, traducteur commercial, traducteur juridique, mais les livres que tu as cités sont tous des livres de langue anglaise. Et sur l'ufologie. Alors, la thématique du peuple des étoiles a été popularisée en France il y a plus de 20 ans, en particulier avec l'engouement pour la littérature amérindienne. Le livre emblématique Black Elk Speak, écrit en 1932 par John G. Nehard, est disponible en français aux éditions OD. Tu l'as lu, ce livre-là? Il existe en plusieurs éditions. J'en ai lu en partie, oui. Il y a une édition très récente, d'ailleurs. Sur collection Nuages Rouges, sous le titre Élan Noir parle. Donc ça, c'est le titre le plus connu. En vérité, il y a de nouvelles éditions plus récentes dans lesquelles le titre est Wapiti parle, Wapiti noir, parce que en vérité, le terme original elk est plus proprement traduit par le nom du Wapiti, qui est un parent de l'élan, mais ce n'est pas l'élan. D'accord, c'est pas l'élan, l'animal. Alors, on y trouve dans ce livre des éclairages sur la spiritualité indienne. On les appelle pas des Indiens, d'ailleurs. On les appelle des Amérindiens. En particulier chez les Sioux, Lakota et le rôle des Star People. C'est quoi les Star People? Alors, en deux mots, les Star People, c'est une notion, évidemment, par laquelle des nations amérindiennes désignent un peuple, Star People, donc peuple des étoiles. Et il existe donc des traditions importantes chez plusieurs nations amérindiennes. Là, on est en Amérique du Nord, mais en l'occurrence, donc c'est de l'anglais, selon lesquelles les Amérindiens, les nations amérindiennes ont toujours été en contact avec des peuples stellaires, donc des peuples venus du ciel, des peuples qui s'appelle Star People. Il y a également beaucoup d'autres expressions, un Star Being, etc. Je les ai recensées, on les retrouve dans le livre, des expressions en anglais évidemment, puisque c'est forcément traduit. Alors qu'ils sont présentés précisément comme des ancêtres, ou en tout cas des aînés, des protecteurs. Des dieux aussi. Des dieux, oui, tout à fait. Sky Gods, oui, des dieux du ciel, évidemment. Des êtres avec lesquels les nations amérindiennes auraient été toujours en contact, avec lesquels ils auraient toujours été en contact. Alors on parle de Sirius, on parle des Pléiades, hein, ce sont des traditions anciennes. Alors, l'auteur, c'est une femme, Hardy Clark. Hardy Six Killer Clark. Elle est 6 fois tueuse. Non, Clark, c'est une indienne. Enfin, c'est une femme qui est née là-bas. C'est une amérindienne. Donc, dans sa biographie, elle se décrit comme Cherokee et Choctaw, si je ne me trompe plus. Donc, elle est d'ascendance Cherokee, mais elle a également dans sa famille, dans ses ascendants, d'autres tribus amérindiennes. Donc, elle est principalement Cherokee. Elle est mariée avec un Amérindien qui est, lui, un Sioux Lakota. Et elle vit également au Montana, qui est une partie du territoire ancestral traditionnel des Sioux. Alors, au cours de 20 années à peu près, elle a recueilli près d'1 millier de récits de populations indigènes, que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le Pacifique Sud. Et donc, elle n'a pas fait qu'un livre. Celui-là, c'est le premier d'une trilogie. Elle a également écrit un livre qui s'appelle
Skybeing, et qui est consacré à qui recueille une synthèse, une sélection bien sûr des témoignages qu'elle a recueillis en Amérique centrale, plus spécifiquement au Belize, au Honduras, au Guatemala et au Mexique, dans la région du Chiapas, qui est une région amérindienne très importante, connue, région Maya bien sûr, le Chiapas. Et ça, c'est pas traduit encore. Ce livre n'est pas traduit, mais je t'assure qu'aujourd'hui même, j'ai reçu un mail de Patrick Huyghe, qui est l'éditeur de la maison d'édition américaine qui s'appelle Anomalist Books. Et donc, il était l'éditeur du livre Rencontre avec le peuple des étoiles, éditeur américain. Et j'ai repris contact avec lui. Il me demande quel livre m'intéresse. Et comme j'ai une activité, comme tu le sais, éditoriale actuellement, depuis peu de temps, j'ai bien l'intention, effectivement, de traduire ce livre, le livre qui concerne les recueils de témoignages en Amérique centrale, et également 2 autres livres ultérieurs qu'elle a écrit plus récemment, Ardis et Skiller. Alors, elle dit aussi que elle est chercheuse. Hein, c'est une femme qui est dans la recherche universitaire. Donc elle avait un peu comme on dit, le cul entre 2 chaises, parce que ça faisait pas sérieux de s'occuper de cette ufologie amérindienne, mais que son livre, elle l'écrit en s'abstenant d'interpréter ou d'émettre des suggestions. C'est-à-dire que c'est juste, elle raconte les faits sans pour autant dire qu'elle approuve ou pas. Oui. Dans la première partie du livre, donc dans l'introduction, elle explique un peu l'approche, si tu veux, ethnographique ou anthropologique qu'elle a choisie, puisque c'est une universitaire. Concrètement, elle était en charge de programmes d'insertion ou de retour à la formation pour des populations en situation d'exclusion. C'est-à-dire pour des personnes d'un certain âge qui sont au chômage ou qui n'ont pas de formation, pour des jeunes qui ont eu des problèmes avec la justice, etc. Donc c'est des programmes de réinsertion à destination principalement des Amérindiens, entre autres des Amérindiens des réserves. Donc c'est partie de son travail de présentation de programmes de formation universitaire et professionnelle, incluait des voyages dans les réserves. Et c'est là qu'elle rencontrait... Et c'est à cette occasion qu'elle a été confrontée, finalement, sans le rechercher, à cette thématique. Et après, elle dit qu'il y a le télégraphe Mocassin qui s'est mis en route et que chacun parlait d'elle, et que finalement, c'est comme ça que les autres l'ont connue. Il fallait qu'elle fasse des petites offrandes, du tabac, pour rencontrer ces Amérindiens et un peu faire partie de leur famille, comme si elle faisait partie de leur famille, pour qu'ils puissent se confier. Oui, c'est une tradition. C'est une tradition apparemment dans tous les peuples amérindiens, l'offrande. Ce n'est pas spécifique aux Amérindiens, c'est spécifique c'est récurrent dans toutes les études ethnographiques. Ça l'est moins maintenant, pour nous, en ce qui nous concerne. C'est rare qu'on arrive les mains pleines quand même, quand on arrive chez les gens. Alors, tous ces récits, c'est des récits qui ne sont ni des rêves, ni des récits sous hypnose. C'est des récits qui sont réels. C'est pas induit par des régressions hypnotiques, ni des rêves. C'est intéressant. Maintenant, on va rentrer dans le livre. Elle dit que la plus fameuse rencontre qui précède Roosevelt, c'est le 19 octobre 1865. Ça te dit quelque chose, avec James Langley, un trappeur du Montana? Oui. Alors, attends, oui, mais attends. Je te prends de court. Un trappeur du Montana se trouvait environ à 260 km au-dessus du Missouri supérieur, dans ce qui est aujourd'hui la région des Great Falls, au Montana, et sur son trajet de retour au camp, après une journée de chasse à la fourrure, il vit un objet lumineux brillant dans le ciel.
Donc c'est la première vraiment histoire Oui. en 1865. Oui, tout à fait. Oui, je me rappelle j'avais assisté à une conférence de Thibaut Canuti, l'historien de l'ufologie française, hein, très connu maintenant, et qui rappelle souvent que 1947 est l'année emblématique pour l'ufologie officielle, hein, bien sûr, l'événement de Roswell, mais qu'en fait, il existe de nombreux témoignages antérieurs, par exemple la vague de 1897 à 1999 aux États-Unis, les fameux, comment est-ce qu'on appelait ça, les cigares volants, les objets. Ouais. Sinon, juste avant Roosevelt, il y a un certain Harrison, à l'été 45, qui lui raconte qu'il a été emmené dans un vaisseau avec son grand-père dans l'été 45 et qu'il y a eu un vaisseau qui s'était planté, qu'il y a eu des survivants qui sont restés 5 mois, à peu près de fin novembre jusqu'en avril 45, avant qu'un autre vaisseau vienne les rechercher. Donc ça, c'était avant Roosevelt. Oui, alors évidemment, je pensais dire un petit mot sur ce témoignage, sur ce récit, ce dossier, si on peut dire, guillemets, qui se trouve au chapitre 2 hein, du livre. C'est l'un des premiers récits. Effectivement, personnellement, ce récit m'a beaucoup frappé, m'a beaucoup impacté dans le livre, dans la lecture et dans la traduction. Il m'a fait penser qu'effectivement, c'est toujours pareil, on parle de témoignages ufologiques spectaculaires, comme le cas de Roswell. Les gens y croient, les gens n'y croient pas, on a des arguments pour, des arguments contre. Mais le thème de la face visible de l'iceberg est toujours récurrent en ufologie. C'est peut très bien que des témoignages qu'on a, qui sont peut-être authentiques, mais ne sont faits qu'une partie, une toute petite partie des témoignages, enfin de la réalité du phénomène ufologique, pour le temps que le phénomène ufologique soit une réalité. Mais en tout cas, j'ai étudié personnellement un peu, versement, les cas de crash d'OVNI. Il existe par exemple un cas dont on ne parle pas beaucoup dans l'ufologie, c'est le cas de Cape Girardeau, qui serait passé, je crois, dans les années 50. Non, attends, c'est dans les années 40. Enfin, c'est un dossier qui est très peu connu, mais qui est un dossier bien documenté, Cap Girardeau, qui se trouve au Missouri. Et il y a des livres qui ont été écrits par quelqu'un originaire. Bref, il y a beaucoup de dossiers de crash d'OVNI. Il se peut qu'il y ait eu, en tout cas, beaucoup plus d'incidents qu'on ne le dit. Et là, on est confronté donc avec ce récit. Et effectivement saisissant. C'est un homme, un grand-père, donc c'est le grand-père, qui est un Indien qui vit qui est très pauvre, évidemment, comme beaucoup d'Amérindiens vivant sur les réserve, mais néanmoins, il possède un terrain qui est très vaste, qui fait des dizaines de miles de long. Qu'on lui a racheté d'ailleurs pour lui donner autre chose, faire passer autre chose. Ouais. Et donc, le témoin principal, c'est son petit-fils qui passe ses vacances avec lui, ses congés d'été. Donc, il passe 3 mois avec son grand-père régulièrement, tous les ans. Et c'est là qu'effectivement, son grand-père, un jour, entend une détonation très forte. Et comme il connaît tout à fait la géographie de sa réserve sur des dizaines de miles, il identifie le secteur concerné. Et le lendemain, disons, ils s'approchent. Effectivement, ils observent un objet qui s'est craché. Et petit à petit, ils découvrent cette réalité. Donc, effectivement, des humanoïdes sont là. Et dans ce récit, donc, eh bien, la confrontation, si l'on peut dire, la rencontre entre ce grand-père et le jeune homme également, qui était un enfant de 12-13 ans, je crois, a duré plusieurs mois. Le garçon a dû repartir parce que c'était la fin de l'été pour sa scolarité, mais ça s'est passé, je crois, en juillet, et ils sont restés jusqu'en mars de l'année prochaine. Ils sont restés un certain nombre de mois. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, un objet s'est présenté, est venu récupérer les humanoïdes. L'objet lui-même, apparemment, était capable de se dissimuler, de se camoufler, d'épouser le relief. C'est très spectaculaire. Ça avait pensé évidemment à
un film de science-fiction, mais toujours pareil. La question qu'on se demande, si les grands films de science-fiction comme Star Trek et autres ne sont pas tout simplement basés sur des dossiers authentiques. Il communique avec lui, il communique avec eux, puisqu'ils lui disent qu'il venait d'un système stellaire de la constellation du Taureau. Il dit, le jeune garçon, qu'ils appelaient leur monde Aignan. Cela lui rappela le mot Ignan, qui par coïncidence veut dire rocher dans sa langue. Donc, et ils disparaissaient comme ça. Ils étaient capables de se rendre invisibles en une fraction de seconde. Oui, je me souviens très bien, oui. Et il y a plusieurs témoignages de ce type dans le livre, dans lesquels les personnes sont capables effectivement de s'évanouir et de réapparaître. Alors, il y a plusieurs témoignages de ce style, mais il y a aussi des familles qui disparaissent complètement. Ça, c'est des familles humaines qui d'un seul coup disparaissent et qu'on ne revoit jamais. Oui, alors là, tu parles du dossier qui concerne, je crois, l'Alaska, ou en tout cas une partie au Canada, ce témoignage. Il y a des témoignages de ce type qui sont vraiment très spectaculaires. Là, c'est un cas c'est le cas qui est passé en Alaska, je crois, ça s'est passé dans les années 30, au début du siècle. Ça a été très étudié. Jusqu'à présent, on n'est pas sûr du nombre d'habitants de ce village, mais c'était des villages. Je crois que c'était qu'on appelle les habitants des Inuits. Des Inuits, voilà, donc des habitants des terres glacées. Et donc, je crois que c'était là encore un trappeur qui passait par ce village et il avait observé des lumières. Il est arrivé jusqu'à des lumières inhabituelles dans le ciel. Puis il est arrivé jusqu'à ce village. C'est des chasseurs, des trappeurs. Et il a vu le village avec les marmites encore allumées, comme si on avait cuisiné ou on commençait un repas. Et personne dans ce village. Plus personne. Et ça a été, voilà. Oui, c'était un gros village. Alors, oui. Et voilà, ça n'était jamais expliqué. Ce qu'on appelle la garde, les militaires canadiens, là, les gardes à cheval, ils sont venus. Effectivement, ça a été enterré, évidemment. C'est tellement. Alors, puisqu'on est en Alaska, tu as aussi un chapitre, un extraterrestre. Un vaisseau spatial et une tempête en Alaska. En Alaska, un indigène de l'Alaska fait la rencontre d'un extraterrestre au milieu de la route, en pleine tempête. Ça, c'est aussi... donc, il va l'aider, il va le monter dans son camion, il va faire un bout de chemin avec. C'est assez drôle, quand même, cette histoire. Oui, ces récits... si tu veux, comme je parlais, le livre a un bon succès auprès des lecteurs. La plupart des lecteurs qui j'ai parlé avec pas mal de gens qui ont lu ce livre et il séduit, c'est-à-dire qu'il plaît tout simplement au lecteur. Ce qui ne veut pas dire que le lecteur considère nécessairement que tous ces récits sont authentiques. Mais le lecteur peut apprécier un style, peut-être un imaginaire, un charme lié à ces récits. C'est des récits qui sont très distincts les uns des autres, qui sont très divers. Et c'est peut-être aussi le plaisir qu'a le lecteur à parcourir ces récits, justement, leur diversité à tout point de vue, comme tu l'as signalé tout à l'heure. Ici, donc, c'est un récit effectivement qui est désarmant, mais beaucoup de récits ufologiques sont désarmants. Ça ne rend pas le fait que quelque chose paraisse peu vraisemblable ou invraisemblable n'est pas nécessairement un indice, pour moi en tout cas, que le récit ne doit pas perdre sa crédibilité, non, parce que nous ne connaissons pas très bien ces réalités, donc nous pouvons croire l'invraisemblable. Donc en l'occurrence, là, comme tu dis, c'était un homme qui travaillait dans l'entretien des autoroutes de nuit. Donc c'était les chasse-neige, tu sais. Donc il sale aussi le sel qui dégèle la glace sur les autoroutes. Donc il faisait ce travail toutes les nuits par équipe avec un autre collègue qui était à 50 km plus loin. Ils se rencontraient et puis ils repartaient des services de nuit de 6 heures sur le chasse-neige, sur la route. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a vu un objet. Il a vu un objet qui s'est posé alors qu'il était dans un blizzard.
Il était dans un plein blizzard, une tempête, effectivement. Et l'objet s'est trouvé devant lui à quelques mètres. Qu'est-ce qu'on peut interpréter dans ce récit? C'est que cet objet extraterrestre, encore une fois, pour autant que ces choses-là soient des réalités, s'est posé là pour des raisons que nous ignorons, mais il n'a pas vu approcher le chasse-neige à cause du blizzard, où il pensait peut-être que le blizzard le rendait invisible. Et quand le chasse-neige est approché, eh bien, l'objet a décollé tout de suite, très très vite. Et alors, on voit, c'est cocasse, ça paraît invraisemblable pour beaucoup d'entre nous. Et donc, se trouve une créature, un être vivant, un anthropoïde, un humanoïde, se trouve là, perdu, parce qu'il est abandonné, il a manqué le train. Et il est là, mais qu'est-ce qu'il devait faire ? Et alors, ce qui est touchant aussi dans ce récit, c'est que le conducteur du chasse-neige se dit, mais au lieu de se dire, mais c'est un extraterrestre, il faut que je m'enfuis, ou alors il faut que je le détruise, il me menace. J'ai dit, mais la pauvre créature va se geler là-dedans, de ce blizzard, il faut absolument que je lui vienne en aide. Et alors, il fait un signe à la créature, et la créature, au début, est hésitante, et puis ce qui est décrit, c'est que d'un instant à l'autre, la créature n'a pas ouvert la porte du chasse-neige, de ce camion, de ce truck. Et la créature se trouve d'une fraction de seconde à l'autre, assis à côté de lui, encore tremblant de froid, hein, mais assis à côté d'un chasse-neige. Ça paraît vraiment de la science-fiction, de littérature, mais qu'est-ce qui nous interdit de croire à la réalité de ce témoignage ? Rien du tout. Une pause musicale, on est parti. Allez, c'est reparti. Il est dans notre camion chasse-neige, cet extraterrestre tout plein de froid. Et il est avec nous sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, avec aussi Jean Librero qui est ici. On parle des rencontres avec les peuples des étoiles. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. On abandonne un peu l'Alaska. Il y a un chapitre, le numéro 6, où ils vivent au milieu de nous. Ils sont déjà là. Pour certains Indiens, ils sont déjà là. Ils informaient les journalistes que les extraterrestres vivaient sur Terre à l'époque présente. C'est un certain Luc Kézar Filipov, adjoint au chef de la division de l'exportation spatiale de l'Académie des sciences de Bulgarie, qui a une conférence en 2009 et qui nous dit qu'ils étaient déjà là. Et pour les Amérindiens, ça paraît tout à fait normal parce que ce sont leurs ancêtres. Donc, ils sont déjà là. Oui, alors c'est une thématique tellement vaste que je ne vais pas la développer parce que ça pourrait créer des confusions. La réalité du phénomène extraterrestre, si c'est une réalité, est effectivement complexe. Donc, pour rester sur... Oui. Non, mais il y a toute l'histoire du monsieur qui les voit débarquer carrément en voiture et qui crève un pneu. Et c'est comique parce qu'il crève un pneu et il voit des nanas qui sortent de la voiture avec des talons aiguilles alors qu'elles savent pas marcher. Et il est question du double aussi, c'est-à-dire comme si il nous doublait, il faisait des clones. Voilà, donc il en voit carrément qui descendent et qui s'incorporent à la population. Oui, effectivement, oui. Comme tu n'avais pas cité, je n'avais pas perçu que tu faisais référence à cet incident, enfin ce témoignage. Oui, tout à fait, je me souviens très très bien, effectivement. Encore une fois, c'est un Amérindien qui vit dans une maison plutôt isolée. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il a observé à plusieurs reprises. Et donc, il rapporte cela avec Hardy et Killer. Donc, c'est un objet volant qui se positionne sur son terrain, à peu de distance, on fait de sa maison, quelques centaines de mètres, admettons, à 500 mètres, à une centaine de mètres d'altitude, admettons, ou 50 mètres d'altitude. Et de cet objet volant lumineux est, exporté, téléchargé, déchargé un véhicule, une voiture Ford, une voiture Chevrolet, qui est tout simplement posée comme sur avec du monde dedans. Élévateur, elle est posée au sol, à petite vitesse évidemment, puis elle se met à circuler sur une de ces routes. Là, elle se dirige pour retrouver les routes principales. Et effectivement, encore une fois, cocasse, crevaison. L'un des occupants donc s'approche de la maison du témoin
Il n'entre pas dans sa maison, mais le témoin observait la scène et il comprend, encore une fois, un message télépathique, il comprend que l'entité, l'individu l'appelle, il sort. Effectivement, l'individu ne lui parle toujours pas, mais il comprend qu'il demande de le suivre, il le suit, il voit effectivement l'état du véhicule, la crevaison, et il demande, il est capable de faire la manœuvre de réparation, alors il demande aux occupants de sortir du véhicule, effectivement, alors c'est là qu'il voit des femmes et des hommes, tous très bien habillés, très bien vêtus, en vêtements de ville, élégants, hein. Et ils ne s'approchent pas de lui, se regroupent à l'extérieur du véhicule et ne communiquent à aucun moment avec lui, ne cherchent absolument pas le contact, bien entendu, et puis ils repartent après la... Donc, sans passer les détails, c'est le thème, effectivement. Mais c'est un thème qu'on trouve, par exemple, dans le livre de David Jacobs, que j'ai traduit, qui s'appelle « Il marche parmi nous ». C'est un thème qu'on trouve dans un certain nombre de chaînes YouTube, de sites américains, que je dirais très sérieux, même si on ne connaît pas du tout cela ici. On n'a pas du tout l'équivalent ici, dans le milieu de toute je dirais pas de l'information, de toute l'étendue, de tout l'éventail de la réflexion, du débat qui porte sur le phénomène extraterrestre aux États-Unis. Mais en tout cas, la question de la présence d'hybrides extraterrestres, même si cela fait et fera toujours rire à gorge déployer nombreux de nos amis qui se disent ufologues ou amateurs d'ufologie en France ou qui animent des chaînes de radio ci ou d'autres. Mais en tout cas, c'est une question qui est posée et sérieusement et par des gens qui ont travaillé sur l'ufologie depuis 20, 30 ou 40 ans, alors qu'ici, on a des gens qui pérorent sans avoir aucune expérience de ces domaines. Ce qui fait plus peur, c'est la fabrication d'un double. C'est plus embêtant. C'est aussi dans le livre de Jacobs. Le double. La question des hybrides, implicitement, contient cela. Hein. L'hybridation, c'est les manipulations génétiques. Hein. Les manipulations génétiques, si elles sont maîtrisées par des civilisations supérieures technologiquement, nous laissent supposer, et je dirais craindre, parce que personnellement, je trouve ça inquiétant, effectivement, la capacité de créer des corps humanoïdes et humains absolument identiques aux humains terrestres et pourquoi pas, effectivement, des doubles parfaits. Alors, ils disent aussi que ils lui ont dit à cette personne qui parle de me préparer et d'avertir le peuple que le temps est proche où nous partirons. Il y a toute cette question de penser que ces Amérindiens vont partir, c'est-à-dire vont être emmenés dans les étoiles. Un peu plus loin, il dit qu'il a vu la planète. C'était tout simplement la terre-mère, mais c'était la terre-mère avec des temps anciens. Il y avait de la vie à l'état sauvage, des arbres fruitiers, des rivières limpides et des montagnes boisées, ainsi que des prairies couvertes de fleurs. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'ils viennent des étoiles et qu'ils peuvent y aller de temps en temps, et puis que, comme ça va pas très bien sur Terre, ils vont être sauvés, c'est-à-dire qu'on va les emmener avant qu'il y ait un cataclysme sur Terre, c'est ça? Alors, oui. Enfin, quand on dit on, tu sais, je veux pas. J'essaie d'éviter les poncifs, oui, hein, non, mais je veux dire le stéréotype sur l'Amérindien et ses croyances. Hein. Je veux pas schématiser. Comme tu le disais, souligné, Hardy Sisskiller s'abstient de donner son avis sur ces témoignages. Il n'y a aucune analyse, aucune interprétation, et tous les récits ne sont pas organisés de manière thématique. C'est-à-dire, il y a des thématiques dans le livre, et tu les signales, très bien, mais elle ne met pas l'accent. Tous ces récits sont mélangés comme des cartes à jouer. Effectivement, il faut un travail de réflexion pour mettre à jour effectivement les différentes thématiques qui sont à l'œuvre dans les témoignages eux-mêmes, hein, et non pas élaborés par l'auteur. En l'occurrence, ici, tu parles du chapitre 7, c'est le témoignage de Billy, le chanteur de country. Et c'est précisément tu as lu quelques extraits, mais c'est précisément l'une des parties que je souhaitais lire avec toi. Tu vois. Je voulais que tu la lises. Écoute, si tu me permets,
on va lire une petite partie de ce témoignage d'Ubilis au chapitre 7. Effectivement, ça permet de comprendre en tout cas ce que lui-même, ce qu'il prétend, parce que c'est Billy, un chanteur de country. Il prétend avoir été en contact avec eux, avoir été enlevé en fait, avoir subi des abductions depuis l'enfance. Alors, c'est le chapitre, c'est pas celui-là, c'est le chapitre 7. En tout cas, c'est bien ce que j'ai compris du témoignage. Voyons. Je vais essayer d'être... J'ai grandi avec Billy. À l'époque où je terminais mes études à l'université, Billy luttait de toutes ses forces et de son talent pour accomplir son rêve de devenir un chanteur de musique country. Tout le monde était conscient que sa consommation d'alcool risquait de mettre un frein à sa carrière. En dépit de son alcoolisme, il lui arrivait de jouer dans des bars de quartier fréquentés par une clientèle composée d'Indiens. Alors, ils sont connus très jeunes. Il parle de son alcoolémie. Alors, j'ai un but plus important pour ma musique, répondit-il. Je t'en parlerai ce soir. J'ai un pot à la maison autour de 20h. Voici l'adresse. Il me tendit une carte de visite. Son adresse est indiquée de même que son numéro de téléphone. J'espère que tu viendras. Viens en avant si tu peux. Je vais te parler de l'orientation que ma musique est en train de prendre. J'aimerais entendre ce que tu en penses. Mon père disait toujours que tu étais une femme de grand savoir, de grande sagesse, alors même que tu n'étais qu'une petite fille. Alors, il se retrouve le soir, donc, une réunion qu'il a fait dans sa maison. C'est ici que je travaille. Je parcourus l'espace du studio qui occupait le plus grand espace du sous-sol. Plusieurs guitares étaient suspendues sur des supports au milieu de la pièce. Des photographies avec dédicaces de fameux chanteurs et acteurs de cinéma. Je reconnus John Denver, Val Kilmer, Willie Nelson, Robert Redford, Johnny Cash, Chris Christopherson, Bonnie Raitt, Carole King, de nombreux autres. Il saisit sa guitare. C'était une chanson de son nouvel album. Savais-tu que Black Elk, le fameux élan noir, un bois piti noir, savais-tu que Black Elk porta sur lui toute sa vie une pierre qui provenait d'une expérience avec un ovni, demanda-t-il. Sa question était inattendue, j'étais plutôt surprise. Je me souvins avoir lu sur Wallace Black Elk, le sage Lakota, chef spirituel des Sioux Oglala, qui était devenu célèbre à cause d'un livre, Élan noir parle, écrit par John Neihardt. Le livre était le récit de la vie de cet homme médecine indien, de ses voyages jusqu'au centre de la Terre et vers d'autres mondes. Le livre comprenait aussi des visions d'élan noir, wapiti noir, y compris l'une d'elles dans laquelle il se voyait lui-même comme un 6e grand-père, le représentant spirituel de la Terre et de l'humanité. Donc une petite pause ici. Donc là déjà on a une thématique spirituelle dans... là on est avec un grand maître spirituel indien, un grand chef, medicine man, le fameux élan noir, et qui aurait eu des rencontres avec des star people. Et dans ces rencontres, il s'est vu lui-même, il s'est décrit lui-même comme le représentant spirituel de la Terre et de l'humanité auprès de ces nations stellaires. Donc c'est une thématique très très forte déjà à travers le témoignage d'Élan Noir. Wapiti Noir participa réellement à la bataille du Little Big Horn quand il avait 13 ans, continua Billy. Donc il fut présent à la bataille de Wounded Knee. Alors, elle l'interroge. Peux-tu te figurer ce qu'a pu être sa vie après avoir vécu tel bouleversement pour son peuple? Billy secoua la tête comme s'il renonçait à savoir. Il continue. Bon, il raconte l'histoire de Black Elk quand il faisait une séance de lodge, hein, la séance de sudation, et un objet volant est approché et a jeté une pierre qui est entrée dans la lodge. Il a ramassé cette pierre entre ses pieds et il a gardé cette pierre toute sa vie, Élan Noir. Au moment où il put sortir de la Sweat Lodge, le vaisseau était déjà parti. Black Elk porta la pierre sur lui toute sa vie, en même temps que sa vision dans laquelle il rassemblait les peuples des 4 directions, rouge, blanc, noir et jaune. Et Hardy, c'est ce qu'il répond. Je me rappelle avoir lu cela dans le livre Wapiti Noir. Alors, ensuite, donc, il raconte plus, comme tu le disais, plus son témoignage. Black Elk pensait que les Star People étaient venus sur Terre des centaines de milliers d'années auparavant, depuis Sirius et les Pléiades. Il les appelait les ancêtres du peuple. Donc là, dans la thématique pure des ancêtres. Alors,
Alors il continue. Black Elk et l'homme médecine de Pine Ridge ont été l'inspiration de mon nouvel album, dit Billy. J'ai travaillé presque un an sur cet album. Je termine la plupart des chansons. Il ne me reste plus qu'à les enregistrer. L'album est quelque chose comme un long poème narratif. Chaque chanson s'enchaîne avec la précédente pour raconter l'histoire de mon contact avec nos ancêtres des étoiles. Alors là, on fait sa rencontre avec Hardy. Touche le sujet enfin, parce que il n'avait pas encore confié ses expériences à Hardy. Hardy répond « Je ne comprends pas », répondit Hardy. Donc il continue « J'ai été en contact avec les Star People. Ils m'ont emmené avec eux vers d'autres mondes, tout comme Black Elk. J'ai vu un nouveau monde, un monde qu'ils ont fait pour nous. » Elle questionne « Es-tu en train de me dire que les Star People ont préparé une autre planète pour les Amérindiens ?» demandai-je. Il continue. Au cours de mes voyages spatiaux, on m'a montré le destin de la Terre-Mère. Elle sera détruite. Les Star People m'ont contacté, m'ont dit d'avertir les gens au moyen de ma musique, afin qu'ils se préparent. Parce qu'à l'approche du jour de la destruction, les peuples indiens seront retirés de cette terre dans des vaisseaux spatiaux. Nos frères des étoiles viendront nous chercher, nous emporteront vers une autre planète, où nous pourrons vivre comme nous le faisions autrefois, libres de préjugés, de maladies, de pauvreté et d'alcool. De la même façon que les Indiens furent emmenés sur la terre-mère par les Star People, ils nous feront quitter cette planète mourante vers un lieu où nous pourrons vivre à nouveau comme un peuple libre. Et voilà, il continue ensuite, témoignage d'un sage Hopi qui a fait des prédictions analogues. C'est un peu l'ascension des chrétiens. C'est un peu l'ascension, oui, c'est-à-dire une terre meilleure, la même que la nôtre, mais dans une autre dimension. Oui, bien sûr. Je pense que... oui, alors évidemment, les significations, les implications, les méditations sont énormes, hein, évidemment. L'ascension, tu veux dire la fin du monde avec comment est-ce qu'on appelle ça avec une nouvelle terre. La rédemption, effectivement, de l'humanité choisie, une humanité élue qui accédera à une autre terre. Et donc, toujours le balancement entre les élus et les condamnés. Mais là, c'est thématique des Amérindiens qui ont cette affinité. Alors, est-ce que c'est génétique ou quoi que ce soit avec ces peuples étoiles qui les sauveront au moment... voilà, il continue, le récit est très saisissant. Alors, on va faire la pause musicale et on repartira après avec les Navarros. Et oui, j'ai pas trouvé la musique de cet homme dont parlait Jean Librero. J'ai pas à chercher, j'aurais peut-être pu la trouver sur YouTube. Je chercherai. Tu l'avais, toi? Bon. Non, je l'avais pas, mais je peux demander à Hardy Skiller de l'envoyer. Troisième partie de cette émission dans cet hôtel du miroir où nous parlons des rencontres avec le peuple des étoiles de Hardy Skiller Clark. Alors, il est dit au chapitre 11, page 141, que l'apparition d'êtres surnaturels ou de Sky People au sein du Dinet ou du peuple Navarro s'est produite périodiquement tout au long de l'époque moderne. D'après un article de Craig Watson paru en juin 96, deux êtres, une figure de type Tall White et un être plus petit couleur turquoise apparurent devant une femme Navarro aveugle et sa fille. Selon Watson, l'être dit nous ne pouvons plus distinguer les Navarros des autres peuples. Les Navarros ne prient plus et ne célèbrent plus leurs cérémonies sacrées. Par conséquent, nous ne pouvons plus vous aider. Dis à tout le monde de revenir aux anciennes coutumes de prière et de prier afin d'éviter le désastre. Certains ne vous croiront pas, mais vous devrez leur dire. Alors, cette femme aveugle. Oui, mais écoute, vraiment, je suis vraiment touché que tu aies choisi cet extrait, Joël, parce que c'est vraiment l'un des quelques témoignages que j'avais choisi. Oui, si tu veux, on pourra le lire un extrait. Donc, effectivement, c'est une femme aveugle et sa petite fille. Et donc, ils ont fait la rencontre de deux êtres. Un être qui est décrit comme type Tall White, parce que Hardy Skiller, même si... Ça veut dire quoi, Tall White? Parce que même si Hardy Skiller ne veut pas trop s'introduire dans l'interprétation de ces récits, lorsqu'on dit Tall White dans l'ufologie anglo-saxonne, qui est peut-être moins connue ici, on en parle quelquefois des grands blancs, mais c'est pas très très connu, si tu veux, c'est pas très commenté plutôt.
Mais les tall white, ça a été popularisé, si on peut dire, hein, parce que c'est une phrase très, très peu connue ici, par un auteur qui s'appelle Charles Hall, qui a écrit une série de livres qui s'appelle Millennial Hospitality. Et Charles Hall était un militaire dans les années 60 dans la région des Indian Springs, qui se trouve au Nevada, à proximité du fameux Groom Lake, c'est-à-dire là où se trouvait la base 51, la fameuse base 51, le Groom Lake. Et derrière le Groom Lake, on a un autre lac qui s'appelle Papoose Lake, et c'est là cette région-là où se trouve là également la grande base Nellis, la fameuse base militaire Nellis Air Force Base. Et la fameuse base S4, hein, qui est très très commentée par le fameux Bob Lazar, entre autres, ou par tous les autres, où auraient été entreposés des vaisseaux crashés, récupérés par l'armée. Bon, vraisemblablement il est sûr qu'il se trouve là. Et Charles Hall a travaillé dans cette région dans les années 60, et il a écrit une série de livres. Il était un officier météo, donc il faisait des tests météo, il lançait des ballons très tôt le matin pour voir les conditions météo, de manière à informer les bases, savoir si on pouvait faire les essais de vol, hein, parce que c'est des bases d'essais, Air Force Base. Et il a rencontré des extraterrestres, là, qui étaient des hommes grands, très grands, à la peau très blanche, des yeux très grands aussi, et une peau très blanche et translucide. Comme si on voyait, vous pouvez voir les organes internes, ou les vaisseaux sanguins aussi, etc. Il raconte ça dans sa série Millennial Hospitality. Donc, c'est l'un des auteurs qui a fait connaître la thématique des grands blancs, des tall white, qui sont apparemment une civilisation qui aurait fait des accords avec des militaires américains et qui aurait donc des bases dans cette région-là. Donc, on a ce thème-là, les tall white. Ceci dit... cette femme aveugle, alors. Alors là, ouais. La fameuse aveugle, elle voit un être qui est blanc, qu'on appelle tall white là, mais c'est peut-être pas du tout cela, parce qu'évidemment, les réalités des races extraterrestres, pour autant qu'on puisse parler de cela. Et puis si elle est aveugle, elle ne voit pas grand-chose. Ben c'est sa petite fille, hein, qui évidemment, lui raconte, sa petite fille. Donc voilà, c'est un être peau blanche. Et un petit être couleur turquoise. Alors là aussi, ça paraît complètement poétique, enfin très poétique en tout cas. Mais ce qui est encore plus poétique et plus beau, c'est ce que tu signalais, c'est le récit. Hein, c'est le récit qu'elle donne. Ben, tu as lu quelques extraits tout à l'heure. Ils sont saisissants. Nous avions toujours dit aux enfants que... Non, c'est pas là. Les Navarros ne prient plus, ne célèbrent plus leurs cérémonies sacrées. Par conséquent, nous ne pouvons plus vous aider. Et donc, elle invite effectivement le peuple à revenir à leur tradition. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça Comment interpréter cela effectivement, libre à chacun. Hein, Hardy Skiller s'abstient elle-même d'interpréter. Donc cette question... que des peuples stellaires ont besoin pour communiquer efficacement avec des populations terrestres, en tout cas pour ce qui est des Amérindiens, qu'ils reviennent à des pratiques cultuelles. Alors comment interpréter cela ? Qu'est-ce que la spiritualité ? Comment la spiritualité est comprise par les cultures stellaires ? Ce sont tous ces enjeux. Ce sont tous ces enjeux qui sont... Alors, l'histoire la plus extraordinaire que j'ai trouvée, c'est l'histoire de cette femme... Ça, c'est un libre au lecteur d'interpréter, ouais. Bien entendu. Je dis l'histoire la plus extraordinaire, ça serait quand même cette histoire de jeune femme qui serait, on peut dire, pas venue de chez nous, elle n'a pas de nombril. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment... je me demande si, justement, Hardy Skiller... a vu qu'elle n'avait pas de nombril. Est-ce qu'elle lui a montré qu'elle avait un ventre sans nombril ? Je me souviens pas précisément. C'est une... Non, je me souviens du récit, mais je peux pas te dire voilà. si Hardy Skiller a... Parce que ça, c'est quand même fou s'il n'y a pas de nombril. Donc tu te souviens du récit, c'est un vaisseau qui s'est écrasé et c'était une femme extraterrestre qui a confié son bébé à une femme qui était là, une Amérindienne, qui a élevé cet enfant.
cette petite fille. Oui. Alors, j'ai parlé de ce récit avec quelqu'un que je ne nommerai pas, qui est bien connu de la communauté ufologique en France et à Paris, qui a une formation scientifique, et qui me dit, ça c'est la preuve que les récits d'Aristote sont complètement fantaisistes, qu'elle a tout inventé, parce que c'est strictement impossible. C'est biologiquement impossible. Voilà ce que me dit quelqu'un qui a une formation. C'est ridicule, parce que c'est pas parce que nous, on est sortis on a été attachés au cordon ombilical que finalement tout le monde pourrait être comme ça. Enfin, je veux dire, moi, ça me semble pas illogique. Il y aurait peut-être d'autres façons de faire des enfants que de l'avoir dans le ventre accroché à un cordon. Voilà, ça me semble pas illogique. C'est une question qui est vaste, hein. Je tiens pas à la développer, mais on peut s'interroger sur les conditions effectivement de conception dans des cultures extraterrestres. Est-ce que le clonage est pratiqué? Est-ce que les enfants sont conçus de manière artificielle, dans une matrice artificielle? Qui ne rend plus nécessaire que cela le cordon ombilical lié à la mère biologique. Toutes ces questions, moi, je ne peux pas les développer parce que je ne suis pas scientifique. Non, mais c'est vrai que si on a quelqu'un sur Terre qui nous montre son ventre, qui n'a pas de cordon ombilical, qui n'a pas le nombril, ça fait réfléchir. Il y a beaucoup d'histoires, hein. Il y a aussi il y a des histoires d'amour avec... la photo fut prise le jour de ses noces. Il s'était marié à Détroit. Le vaisseau de mon père s'était écrasé dans le lac Michigan, et ce fut là qu'il rencontra ma mère. Elle travaillait dans une usine automobile et elle tomba sur lui dans une allée alors qu'elle rentrait du travail. Il était blessé. Elle eut pitié de lui. Elle l'emmena chez elle et 3 semaines après, ils étaient mariés. Donc voilà. Donc il y a des belles histoires. Il y a aussi cette histoire d'extraterrestre qui vient chercher un vieux monsieur qui va mourir pour l'emmener avec lui. Et il y a le chien qui reste sur la tombe du vieux monsieur parce qu'il a disparu. Il y a des belles histoires. Oui, c'est extraordinaire. Mais là, le monsieur qui s'est marié avec ces jeunes femmes, apparemment, dans le récit, il n'a jamais parlé. C'est quelqu'un qui est en quelque sorte resté muet toute sa vie. Imaginez un mariage. Mais ils communiquaient autrement. Oui, ils communiquaient autrement. Ils arrivaient à se comprendre avec l'épouse. Mais alors, il y a aussi qu'il n'a jamais mangé de viande, mais il se nourrissait principalement de bananes et de quelques autres, ils sont végétariens. Mais à un moment, ils disent qu'ils sont végétariens. Donc, belle histoire. C'est quoi les space shifters? Space shifters. Dans les cultures amérindiennes, une créature qui est capable de se transformer d'une chose à une autre, généralement un homme en un animal, est désignée sous le nom de shapeshifter, parce qu'en plus ou skinwalker. Oui, alors là encore, c'est une thématique. C'est les loups-garous chez nous, les choses comme ça. Oui, je pense que c'est une thématique qui est récurrente aussi, et qui est liée peut-être aussi à la spiritualité indienne qui tient le versant de la sorcellerie, hein. La sorcellerie, witchcraft, c'est très présent, hein, chez les Navajos, chez les Indiens. Et donc, les sorciers sont des êtres qui sont redoutés, un peu comme chez nous, les sorciers qui faisaient du mal, si tu veux, capables de faire du mal. Après, qu'est-ce que c'est que le mal, bien entendu. Toute cette thématique récurrente, donc, dans la spiritualité amérindienne, effectivement, les sorciers qui se transforment en loups ou en animal, c'est très courant, oui, c'est shapeshifter. Et donc, c'est mentionné, effectivement, dans de littérature. La dernière histoire, enfin c'est pas la dernière histoire, mais la dernière histoire pour cette émission, en 1969, quand le module lunaire Eagle se posa sur la Lune, un Hopi raconta à Robert Clemmer, un chercheur de renom qui a étudié la prophétie Hopi, que les Hopis sont allés là-bas, sur la Lune, dans le passé, et que s'ils cherchent, ils retrouveront nos inscriptions sur des roches. C'est amusant, comme s'il est... Ah oui, oui. Là encore, oui, je me souviens maintenant. Ça paraît absolument stupéfiant, oui, j'avais oublié ce récit. Je pense qu'on est qu'au début de toute façon de découverte
sur l'ufologie, on ne sait pas grand-chose encore sur ces réalités et phénomènes. Sur l'histoire de l'humanité, on ne sait pas grand-chose. Non plus. Il y a plein de choses qu'on Et l'histoire de la Terre et l'histoire de la Lune, on est loin encore de connaître. On aura certainement beaucoup de surprises dans les années qui viennent. Alors, Ardisys Killer Clark, Rencontre avec le peuple des étoiles, c'est traduit de Jean Librero, ici présent. Le film, il n'y a pas de film encore là-dessus. Hein. Non. Dommage. Souhaitons que ça arrive. Oui, ce serait un très bel événement. Ça va être difficile, puisqu'on ne peut pas les filmer. Ah si, à un moment, à la fin, ils reçoivent un cadeau. Je crois que c'est au Japon ou je ne sais où. Ils reçoivent un cadeau quand même, hein, les extraterrestres, dans le livre. Ils reçoivent un cadeau. Attends, je vais essayer de trouver le... C'est pas évident quand ce sont des traducteurs... je ne sais plus. Enfin, je crois que c'est au Japon que les voyageurs des étoiles leur donnent un petit cadeau. Leur donnent un cadeau. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce livre pour terminer l'émission ? Donc, pour terminer... Il y a un moment déjà que tu l'as traduit. Hein. Oui, je l'ai traduit en 2016. Il a été publié en décembre 2016. C'est une joie, hein. Ça a été une joie. C'est toujours une joie, une fierté pour moi d'avoir traduit ce livre. Hein. C'est une très, très belle, très forte expérience. Et vraiment, c'est un plaisir d'en parler chaque fois ce soir avec toi. J'ai déjà fait une émission sur UFO Conscience pour les gens qui s'intéressent. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs. On voulait interviewer Ardisys Killer, mais elle refusait de passer en vidéo, donc ça aurait été simplement par téléphone et ça n'a jamais pu se faire. Puis elle est tombée malade parce qu'elle a des graves problèmes de santé. Je rappellerai que dans ce livre, on trouve aussi des témoignages. Ces témoignages liés à la spiritualité sont très très riches. Il y en a d'autres. Hein. Les lecteurs les découvriront. Hein. Mais il y a aussi des témoignages beaucoup plus conventionnels pour ce qui est de l'ufologie courante, si vous voulez, par exemple les mutilations animales dans le premier chapitre. Également dans le chapitre 18, où ce sont des garçons qui étaient partis faire de la chasse en montagne, région sauvage. Ils sont tombés sur un objet volant, effectivement, et quand ils passaient derrière une crête, et quand ils ont suivi l'objet, et à un moment donné, ils ont vu que l'objet partait. Il s'était presque posé sur le sol, mais au moment où il repartait, il a lâché un objet. Ce qu'ils ont relâché, c'était tout simplement un bison. Et un bison, une carcasse de bison cruellement mutilée. Donc ça, c'est le thème des mutilations animales, qui est un thème classique de l'ufologie, même si ça n'a pas été très commenté en France. Il y a un livre de Daniel Robin sur ce sujet en France, mais sinon le spécialiste mondial c'est Linda Moulton Howe qui a écrit un livre qui s'appelle Un Alien Harvest, une moisson extraterrestre. C'est un titre effrayant en fait. Tant que c'est des animaux, mais il y a quand même tellement de personnes qui disparaissent qu'on peut se poser des questions. Oui, voilà. Donc il y a ces témoignages. On va terminer sur une note. Sur une note positive. Oui. Une note positive. Il disait que nous sommes venus des étoiles et que nous retournerons dans les étoiles. Nos ancêtres vivent dans les étoiles, nous surveillent. Ils sont les gardiens de cette planète. Donc ça, c'est le chapitre 25. Ce sont des gardiens. Et c'est Ivan et Cynthia. Et les enfants d'Ivan et Cynthia, qui s'appellent Harold et Lydia, se sont approchés d'un objet volant. Et le garçon a tendu un objet, c'est une bille. Parce que les enfants veulent donner toujours des cadeaux. Là, il y avait une bille, il a donné... Et l'un des êtres s'est approché de lui, a pris la bille, rentré dans l'objet volant, est parti avec la bille. Et l'enfant rêvait toute sa vie. Où est partie sa bille? Vers quel système stellaire? Vers quelle galaxie? Oh, il la retrouvera un jour. Merci beaucoup, Jean Librero. Merci beaucoup. À une prochaine fois, j'espère. Merci beaucoup. Merci, Joël. Merci.